Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme et que vous vous portez à merveille. Nous voilà encore avec une vidéo concernant cette fois-ci l'histoire des idées et de l'art. Il y a beaucoup qui trouvent que c'est un module un petit peu difficile à maîtriser, mais tout dépend de la manière avec laquelle vous l'abordez parce que ça peut être vraiment très passionnant si vous le travaillez sous un angle différent. C'est vrai que c'est de l'histoire, mais c'est toujours bon d'avoir une histoire, vous le savez tout aussi bien que moi. Allez, aujourd'hui nous allons essayer de voir ce siècle maudit, ce siècle qu'on appelle le romantisme. Eh bien, sachez quand même que le romantisme n'appartient pas seulement à Victor Hugo en littérature, mais le romantisme, c'est un courant qui a touché l'art en général, que ce soit en littérature, en peinture, mais aussi en musique. Donc aujourd'hui, on va voir le romantisme en musique. Donc avant de se lancer, la bonne nouvelle, comme je vous dis toujours, c'est que depuis une semaine, j'ai ouvert un groupe privé. Il y a un bouton rejoindre sur ma chaîne, la page de ma chaîne. Moyennant 1 € par mois et 0,8, vous allez pouvoir avoir des vidéos d'examen et d'exercices corrigés. Donc n'hésitez pas parce que 1,8 €, ça ne vous coûte rien du tout, mais ça va permettre de m'aider pour pouvoir maintenir ces vidéos et ce travail. Si toutefois ça vous plaît, bien sûr. D'accord, il y a un autre niveau à 3,2, mais pour l'instant, parlons surtout du niveau parce que le 3,2 € par mois, il n'y aura que des examens et des examens, des vidéos avec des examens corrigés et expliqués. Celui dont je vous parle à 1 € et quelques, il y a des exercices corrigés et aussi quelques examens corrigés de tous les modules de S1 jusqu'à S5 et bientôt S5 et S6. Voilà, j'espère que vous allez nous donner un coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous dis, on se lance. On va se lancer avec quelques petites définitions que vous devez maîtriser un petit peu parce qu'elles sont parfois confuses. Donc je me suis dit, ce serait bien que de les mettre dans le bain avec quelques petites définitions. Symphonie, c'est quoi? Parce qu'il se peut que dans l'examen, on vous demande c'est quoi une symphonie. Allez, 3, 2, 1, préparez une réponse. D'accord. Alors, c'est simplement une composition musicale, c'est que ce que vous avez l'habitude de voir, avec un orchestre et plusieurs instruments de musique. Plusieurs instruments de musique. Donc, c'est entre autres, il y a plusieurs personnes, mais chacun a un instrument, chaque groupe a un instrument différent, donc c'est un petit peu riche en matière instrumentale. D'accord, c'est ça, et je vous mets une petite photo, comme ça vous allez reconnaître facilement la symphonie. Donc quand vous faites une symphonie, donc vous êtes obligé de faire appel à plusieurs musiciens et solliciter plusieurs instruments de musique. Le concerto. Le concerto, eh ben, composition si musicale, sauf que là, il y a bien sûr un orchestre, mais vous mettez un soliste. Un concerto, il y a un soliste, ça veut dire un monsieur seul qui va jouer au milieu de plusieurs personnes qui jouent aussi de la musique. Donc c'est comme ce que vous voyez souvent à la télévision. Il y a quelqu'un qui a un instrument de musique à part. Il y a une photo qui illustre ça d'une manière très claire. Vous remarquez que le seul à avoir un piano, c'est un musicien qui a seulement un instrument de musique, à savoir le piano, alors que le reste, ils ont des violons, bien des altos, bien des euh, trompettes, et ainsi de suite. Voilà le concerto. Donc vous devez maintenir surtout le fait qu'il y a quelqu'un qui a un instrument de musique différent et il est le seul à avoir cet instrument-là. Donc pour ça, on dit un concerto avec piano. D'accord? La sonate, elle est
pauvre un petit peu en instrument de musique. Surtout retenez ça. La sonate, elle est pauvre. Pourquoi pauvre? Parce que vous n'allez pas trouver beaucoup. Par exemple, ici, vous allez voir des violons et des violoncelles, c'est tout, pas plus. Donc, c'est pas comme dans une symphonie où l'orchestre est plutôt, plus ou moins riche en matière d'instruments musicaux. Donc, vous avez compris, si je vous mets la définition de celui-là, vous pouvez le trouver tout seul. Le soliste dans la musique, c'est qui? C'est qui? Allez, c'est l'image, c'est la photo qui est au milieu. Le soliste, c'est le monsieur qui a un instrument de musique à lui seul et qui dirige un orchestre. Voilà, c'est lui le soliste parce qu'il est solo. Ça vient de solo, c'est le seul qui joue du piano. Le mouvement, c'est quelque chose qui nous casse la tête quand on parle de mouvement, parce que je vais vous parler dans cette vidéo du mouvement. C'est plus ou moins un petit peu la vitesse d'exécution. Vous allez vite, vous allez lentement, ou bien à une vitesse moyenne, ou bien à une vitesse trop rapide. C'est ça ce qu'on appelle les mouvements en musique, comme ça. Vous allez un petit peu maîtriser lorsque je dis ah, il y a 4 mouvements, ah, il y a 5 mouvements, non, il n'y a que 3 mouvements, et ainsi de suite. Vous n'allez pas vous poser la question sur c'est quoi ce mouvement, c'est quoi ce mouvement. Ok, messieurs, mesdames, allez, on y va. Le monstre. Comment voulez-vous, s'il vous plaît, parler du 18e siècle sans parler de ce monstre-là? Avec sa chevelure qui est très connue. C'est quelqu'un qui a jeté le pavé dans la mare. C'est une expression qui veut dire qui va éclabousser tout le monde, qui va détruire plus ou moins tout. Quand je dis détruire tout, ce monsieur, s'il vous plaît, avec tous mes respects, il est venu chambouler complètement et changer complètement la musique, parce que s'il y a quelqu'un qui a mis un coup d'arrêt au classicisme et à la musique classique qui était raffinée et qui était réservée juste aux gens qui sont nobles de la société et de la noblesse. Vous vous souvenez du classicisme où on écrit avec des mots mesurés, raffinés, il faut y avoir il faut respecter la règle de 3, il ne faut pas dire d'obscénité sur la scène parce que vous avez devant vous le roi ou bien la famille royale ou bien l'entourage du roi. Donc il faut rester toujours courtois, poli, ne pas montrer de sang, ne pas montrer de bagarre, ne pas faire preuve de grossièreté. Bref, vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est que il y a un carré dans lequel vous devez me mettre à l'intérieur. Ce monsieur-là, il est venu détruire ce carré complètement et vous dire basta, on arrête, moi j'ai envie de me révolter. Parce que c'était un rebelle. Il se révolte. D'ailleurs, il a dit un jour que comme je ne peux pas me révolter en guerre, moi je me sers de la musique pour me révolter. Et il est venu détruire le classicisme complètement et ouvrir la porte à d'autres perspectives, à d'autres genres musicaux. Et d'ailleurs, par la suite, vous allez voir que si ce romantisme dont vous parlez du 19e siècle est là, eh bien c'est en quelque part grâce à ce monsieur-là. Un vrai révolutionnaire. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse qu'il faut ouvrir, c'est qu'il était d'accord allemand, mais il ne faut pas oublier il était fou de Bonaparte et de la Révolution française. Il était très enchanté par ça et très ravi de voir un peuple qui se révolte et qui demande à ce que sa voix soit entendue. Et donc, à partir de là, il avait voué, enfin j'exagère, il avait voué un culte, mais il avait une certaine admiration pour Bonaparte. Parce que Bonaparte est arrivé en tant que quelqu'un qui va écouter la voix du peuple et qui va donner le droit au peuple, au stop et basta avec la monarchie, plus de roi, plus de rien du tout. C'est le peuple qui va décider, on va essayer de faire un parlement et c'est la voix du peuple qui va être entendue. Donc quand Bonaparte a pris le pouvoir, c'était le discours et il était très respectueux, il avait une admiration pour Bonaparte. Eh bien, l'histoire, elle est tragique. Enfin, elle est tragique, j'exagère. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a même été jusqu'à faire la symphonie numéro 3 pour Bonaparte. Et il l'a dédicacée à Bonaparte. Imaginez, il a fait une symphonie musicale qui s'appelle la symphonie numéro 3 et il l'a dédiée à Bonaparte. Mais pourquoi je vous dis que la fin est tragique? Parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que Bonaparte se déclare empereur? Pire encore, carrément.
que Bonaparte n'est pas seulement devenu roi pour remettre la monarchie, mais il est carrément devenu un empereur. Et il voulait encore asseoir son pouvoir et donc revenir au totalitarisme et la politique d'austérité, mais aussi la politique du pouvoir absolu, comme c'était le cas du Louis XIV et tout ça. Donc il s'est déclaré carrément empereur. Le jour où il a fait ça, il était en rage, ce monsieur-là. Oui, ce monsieur-là, le musicien, il était en rage. Son estime et son respect qu'il avait pour Bonaparte s'est effondré. Et donc, comme si c'était un rebelle et quelqu'un qui se révolte, il n'a pas hésité une seconde à retirer cette symphonie 3 qui était de Bonaparte et qu'il lui a donné un autre nom, symphonie 3, qu'il s'appelle Héroïque. Mais sauf que cette fois-ci, héroïque et héros, il ne l'accorde plus à Bonaparte, mais il le donne à notre monsieur qui l'a pris en charge, qui était son mécène. Son mécène, ça veut dire quelqu'un qui va vous dire, venez, je vous êtes logé, vous êtes nourri, je vous paye même encore plus, et il suffit que vous fassiez de la musique pour moi. Vous pouvez le faire aussi pour un peintre, vous pouvez le faire aussi pour un écrivain, ça s'appelle le mécénat. Vous allez prendre un artiste en charge, c'est vous qui s'occupez de lui. Logement, nourriture et tout ça, et il écrira pour vous. Ou si c'est un peintre, il peindra pour vous. Si c'est un musicien, il fera de la musique pour vous. Donc, il a carrément retiré cette symphonie 3 pour Bonaparte et il a dédié à un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était son mécène. Si je me rappelle, je vous le dirai tout à l'heure. D'accord. Alors, ce monsieur-là, vous avez compris, c'est Beethoven. Beethoven, bien sûr. Donc voilà. Donc je suis désolé de vous le dire, pourquoi il est très important, pourquoi c'est un monstre de la musique, c'est parce qu'il a chamboulé tout. Comment ça il a chamboulé, il a changé tout? Parce qu'il est venu dire des choses, par exemple, il a utilisé des instruments aussi qui n'étaient pas utilisés par l'avant, mais il est en plus venu dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le classicisme, c'était la symphonie en 4 mouvements. Et il fallait appliquer 4 mouvements. Ce monsieur, quand il est arrivé, il leur a dit pourquoi? Moi, j'ai envie de faire 5 mouvements. Il a rajouté un 5e mouvement. Donc, il se tolérait et il se permettait tout. Et en plus de ça, sa musique, elle était beaucoup plus en rage. Il y avait de la rage, il y avait de la révolte, il y avait l'expression des sentiments. On sentait dans la musique, alors que c'était interdit durant le classicisme. Le classicisme. Le classicisme, il n'y a pas, s'il vous plaît, place à la passion. L'amour, le sentiment, la révolte et tout ça, il faut mettre de côté ça. On ne le met pas dans les livres, ni dans le théâtre, ni dans la musique. Eh bien, lui, il est venu mettre carrément toute l'expression de sa rage. Et la rage et la colère, cette colère, bien sûr, c'est un sentiment. Donc, il l'a mis et on le sentait dans ces différentes symphonies. Lorsqu'on les entend, il en a fait 9. C'est clair et ça se voit. Toute l'expression de sa colère, il n'hésite pas à l'exprimer dans sa musique. Donc voilà pour ce monsieur qui est compositeur et pianiste, bien sûr allemand. Donc souvenez-vous de ça, s'il vous plaît. La meilleure symphonie qui est très connue, donc comme je vous ai dit, il y a une symphonie 3 qui est connue sous le titre de Héroïque. Souvenez-vous du nom, parce que parfois on vous demande de parler d'un musicien et citer quelques symphonies, ou bien on va vous demander donc le nom de la symphonie. Vous savez que c'est celle qui concerne Bonaparte, l'empereur de France, qu'il lui a retiré et qu'il a mis sous le nom de Héroïque. Il y a la symphonie numéro 9, c'est la plus connue de toutes les symphonies de Beethoven. Elle est la dernière à avoir été faite et elle s'appelle Ode de la joie ou bien Hymne de la joie. D'ailleurs, elle est tellement belle cette symphonie et qu'elle va achever ses chefs-d'œuvre avec cette symphonie. Mais si vous avez déjà entendu l'hymne, la musique de l'Union européenne, quand vous entendez la musique, eh ben c'est la musique de Beethoven, tirée de la symphonie 9, de la 9e symphonie de Beethoven. Imaginez. Donc, voilà
pour ce monsieur, vous avez maintenant un petit peu quoi dire sur ça. C'est quand même, c'est lui qui fait une brèche pour être modeste, mais honnêtement, qu'il ouvre carrément la porte au changement. Parce que plusieurs musiciens après, du 19e siècle, vont s'inspirer de ce monsieur dans le sens où ils vont laisser libre cours à leur imagination, à leur créativité et à leur travail. D'accord? Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, il est écrit, donc vous n'avez pas besoin de noter. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un petit peu les différentes informations que que je vous ai annoncées. Donc, il était en admiration par rapport à Napoléon, parce que vous pouvez le dire, je ne vous cache pas, moi, lorsque j'ai passé des études françaises, j'avais une chance comme pas possible. Il y avait un choix sur les questions. Et vous choisissez une des questions que vous voulez. Et il y avait comment Beethoven a influencé. Parlez un petit peu de Beethoven et dites comment il a influencé la musique après lui, et surtout le courant romantique. J'ai sauté dessus, main et pied. J'ai pas réfléchi une seule seconde et j'ai parlé dans l'introduction de sa relation, son admiration pour Bonaparte, pour Napoléon, comme quoi il était un fervent admirateur de Napoléon, et parce que c'était un rebelle lui aussi, il était contre les règles et contre des lois qui sont figées et dictées par des gens qui ne sont pas la voix du peuple et tout ça. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai cité dans mon examen. Voilà, je crois que j'ai eu un 16 ou un 17, je ne me souviens plus. Voilà, voilà. Donc, il met la rupture. Je vous ai mis ici. Ah oui, il y a des symphonies. Il a fait des symphonies, des concertos et des sonates. Bien sûr. Symphonie. Ah tiens, là, voilà le nom, il est décrit. Symphonie numéro 3, héroïque. Symphonie numéro 9. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Il y a une chorale, ça veut dire il y a des chœurs. Il a inclus en plus. Il s'est permis de faire quoi dans la symphonie numéro 9? De mettre des voix. Des voix. Alors que d'habitude, on ne voyait pas dans les symphonies des personnes avec des voix qui chantent derrière. Eh bien, lui, c'était le précurseur. Il était quand même le premier à avoir plus ou moins mis des voix dans une symphonie. Et encore une fois, je vais vous redire la même chose. Il a ouvert la porte aussi par rapport à ça. Donc, ce que vous retenez, c'est que on ne se plie plus aux règles. On laisse libre cours à notre imagination. Si tu veux faire un truc, fais-le à ta manière avec tes propres règles. La musique, elle ne doit pas être cantonnée dans des règles, ainsi de suite. Le texte, je vous le laisse ici, je n'ai pas besoin de commencer à lire et tout ça. Vous en prenez compte si vous le voulez, vous pouvez le développer, vous pouvez en rajouter des trucs, c'est comme vous voulez, mais au moins vous ayez une idée sur ce monstre de la musique, bien sûr. D'accord? Eh bien, puisque lui, il a ouvert la porte au romantisme et faire la transition entre le classicisme et le romantique, il y a quelqu'un qui va venir mettre le cachet sur le romantisme. Et comme par hasard encore, ce monsieur-là qui va venir mettre le cachet et qui va s'approprier, et que vous ne pouvez pas parler de romantisme sans parler de ce monsieur, eh bien figurez-vous que ce monsieur, ce musicien-là dont je vais vous parler, il était en admiration devant Beethoven. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas parler de romantisme sans parler, je suis désolé, de Beethoven. Même si c'est ce musicien-là qui est plus ou moins, lui, qui s'approprie le romantisme et qui vient apporter ses touches de musicalité romantique dans les symphonies, eh bien, ce monsieur-là, il s'est inspiré, bien sûr, de Beethoven, et d'autant plus que même une symphonie qu'il va faire, il va s'inspirer de la symphonie 9 de Beethoven. D'accord? Ce monsieur, c'est Berlioz. Ne vous cassez pas la tête avec nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom. Retenez juste un mot français, Berlioz. Bien sûr, il a apporté aussi ses touches de romantisme sentimental. Il a apporté aussi de l'horreur, de la tristesse, de tout ce qui touche un petit peu les émotions. Il les a mis carrément dans la musique. Donc, si vous voulez écouter, entre guillemets, de la musique romantique, donc c'est vers Berlioz qu'il faut s'adresser. Et il a aussi été connu par un truc, c'est qu'il a enrichi l'orchestre avec plus d'instruments musicaux. C'est l'un des premiers à avoir fait ça.
C'est comme si vous dites il y avait 3 ou 4 instruments de musique qui se jouaient dans un orchestre. Et lui, plof, lorsqu'il vient, il balance plusieurs instruments de musique. Pourquoi? Pour avoir beaucoup plus de variété de sons et pour pouvoir avoir plus de mélange. Donc moi, je vais plus me limiter à 2 ou 3 sons, à 2 ou 3 euh, sonorités. Non, je vais inclure d'autres instruments de musique qui n'existaient pas dans l'orchestre et dans les symphonies. Et ça va me permettre aussi de jouer sur les timbres, sur les sons, pour pouvoir apporter de la douceur, de l'amour euh, dans, dans ma musique, bien sûr. Donc, retenez ça aussi, c'est quelqu'un qui a enrichi énormément l'orchestre parce qu'il savait qu'il allait jouer sur les sons et pour pouvoir apporter un nouveau style musical. Il a mis en place une symphonie qui s'appelle Symphonie Fantastique, qui est très connue. La Symphonie Fantastique, lorsqu'on vous le dit, vous êtes obligé de dire ce mot-là, Symphonie Fantastique, quand vous parlez de Berlioz. Là, il a laissé aussi parler un petit peu de une musique horrifiante plutôt. Il a laissé aussi libre cours à tout ce qui est sentiment. Donc, il s'aligne avec la lignée de Beethoven en apportant bien sûr ce changement. Malheureusement, pourquoi je vous dis que c'est un enfant maudit? Parce qu'il a été rejeté de France. Ils n'ont pas accepté surtout cette symphonie fantastique avec des sons nouveaux, avec un style musical romantique qui rompt. Ça veut dire qu'il casse avec le classicisme et il va partir vivre en Allemagne et en Russie. Et bizarrement, imaginez, il va devenir quand même l'un des musiciens les plus illustres du 19e siècle, sinon de l'histoire, puisqu'il va exceller en Allemagne et encore plus en Russie. D'accord? Lui aussi, il fait une symphonie où il incruste, où il met de la chorale, il met des voix dans sa musique, comme qui? Comme Beethoven. Donc il y a de la chorale, il y a des chœurs, il y a des gens qui chantent aussi dans ces symphonies. Voilà. Donc, si vous voulez une symphonie qui est la plus connue, donc c'est la symphonie troyen. Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre, c'est la plus connue. Donc, si vous dites que pour Beethoven, c'est symphonie numéro 9 et en plus, elle a été prise comme hymne de l'Union européenne, qui est toujours chantée et qui est chantée dans les matchs de foot aussi, sachez que la symphonie que vous devez retenir pour Berlioz, on a dit c'est symphonie fantastique, mais aussi la symphonie troyen qui est le chef-d'œuvre de ce monsieur-là. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. Je vais vous mettre un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les différentes caractéristiques du romantisme, de la musique romantique. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous arrivez à vraiment travailler de façon à ce que le romantisme, les caractéristiques que vous donnez au romantisme, faites coller ça, que ce soit sur la musique, que ce soit sur la peinture, ou que ce soit sur la littérature. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'expression de la passion, des sentiments et des émotions. Comment ça? Eh bien, ça veut dire qu'on a le droit d'exprimer notre passion, on a le droit d'exprimer nos sentiments, on a le droit d'exprimer tout simplement nos émotions. Contrairement à avant, c'était la période classique, c'était interdit de parler d'amour, de parler de haine, de parler de colère, de parler de tout ça. Mais c'était quand même quelque chose qui était mal vu parce qu'il fallait un cadre, il fallait de la raison, rester raisonnable, il fallait être courtois, poli, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose adressé à la classe sociale noble. Donc il fallait rester mesuré dans tout ce qu'on fait et ne pas déborder, exagérer avec des expressions. Et bien le romantisme plutôt, est venu rompre avec ce classicisme. Donc les mêmes caractéristiques que je vais dire lorsque je me parle de Victor Hugo, par exemple en littérature ou bien en peinture, je vais vous faire une vidéo aussi sur ça, sur la peinture, et bien la même chose, vous allez le dire sur la musique romantique. Voilà, le texte, il est là, je vous laisse le lire, comme je vous ai dit pour Beethoven, si vous voulez en rajouter, modifier, apporter quelque chose d'autre.
Donc voilà pour ces deux monstres, surtout le premier, Beethoven, et pour Berlioz, un petit récapitulatif, Beethoven en admiration devant Napoléon, après il est en rage, il retire la symphonie 3 qui est quoi le titre de la symphonie 3? Bah Napoléon c'était quoi? C'était un héros. Donc, puisque c'était un héros, qu'est-ce qu'il... euh, il l'a appelé comment? Il l'a appelé héroïque. Et donc, pour plutôt Berlioz, il y a la 9e symphonie qui est la plus connue. Et comme on a dit, elle est quoi? Elle est actuellement quoi? Elle est la musique de l'hymne européen. Voilà. Et pour Berlioz, retenez, comme je vous ai dit, que c'est lui le chef de file, ou plutôt euh, le maître de la musique romantique. Vous retenez la symphonie fantastique qui exprime de l'art, mais qui lui cause un tort parce que plus ou moins elle n'est pas acceptée en France, il est maudit. Et puis il a apporté une énorme richesse par des instruments de musique nouveaux qui n'ont vu le jour qu'avec lui. Ils n'existaient pas dans les orchestres avant. Et la symphonie qui était l'un de ses chefs-d'œuvre, si toutefois on vous demande de citer quelques symphonies, vous dites la symphonie troyenne. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Notre vidéo arrive à sa fin. Si vous avez apprécié, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai dit, réfléchissez sur cette participation avec 1 € pour pouvoir avoir des vidéos, des exercices et des examens qui tombent chaque mois. Au fur et à mesure, chaque semaine, je mets 2 petits exercices ou un examen chaque semaine. Et si vous avez un groupe WhatsApp et que vous avez apprécié la vidéo, nul besoin de vous dire de partager s'il vous plaît la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis bye bye et à la prochaine.